Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir ensemble la sémiologie de la glande parathyroïde et le métabolisme phosphocalcique. C'est un cours très riche en informations car il englobe une partie d'anatomie, de physiologie, de physiopathe et enfin de sémiologie. Au sommaire, on va passer par une petite introduction, un rappel anatomophysiologique des glandes parathyroïdiennes. Ensuite, on va attaquer le métabolisme phosphocalcique avec en premier lieu le calcium en situation physiologique, puis les situations de dyscalcémie, l'hypercalcémie au départ, puis les hypocalcémies. À la fin, on va aborder le chapitre du phosphore en situation physiologique et les dysphosphorémies. Comme introduction, l'étude couplée du métabolisme du calcium et du phosphore reflète l'étroite relation existant entre le métabolisme de ces deux ions qui prédominent dans le tissu osseux et interviennent dans la résistance mécanique de l'os. Dans les secteurs extra- et intracellulaires, les formes ionisées du calcium et du phosphore, c'est-à-dire les formes libres, jouent un rôle fondamental dans de nombreux processus biologiques. Ce métabolisme a une importance majeure pour l'élaboration du squelette et pour le fonctionnement normal de toutes les cellules. Il est régulé de manière extrêmement précise, essentiellement réglé par trois éléments: la parathormone, la vitamine D et la calcitonine. Un rappel anatomo-physiologique des glandes parathyroïdiennes. Ce sont des glandes endocrines indispensables à la vie, situées dans la loge viscérale du cou. Elles sont caractérisées par la grande variabilité du nombre, de la forme, des dimensions et des rapports. Premièrement, le nombre. Il est habituellement de 4, 2 supérieurs et 2 inférieurs, c'est-à-dire 2 parathyroïdes par lobe thyroïdien. Et ce nombre peut varier de 1 à 12. Et ces glandes parathyroïdes surnuméraires vont donc se situer de façon ectopique par rapport à leur position habituelle, qui est la position eutopique. Dimension et poids: 4 mm de large, 2 mm d'épaisseur, 8 mm de hauteur et un poids de 40 mg seulement. Situation: toujours dans la gaine viscérale du cou, habituellement contre la face postérieure et le bord postéro-interne de la thyroïde. Mais il existe des variétés hautes, des variétés basses, des situations aberrantes, intertrachéothyroïdiennes, sous-isthmiques, et des parathyroïdes accessoires siégeant dans la gaine cervico-médiastinale, c'est-à-dire à l'intérieur du médiastin. Leur forme, quelle que soit leur forme, il existe toujours certains caractères constants qui sont la consistance ferme, la coloration plus foncée que celle de la thyroïde, les contours nets, la surface lisse et la présence d'un île vasculaire unique par rapport à la vascularisation. Les rapports: en situation normale rétrolobaire, en avant des parathyroïdes, on trouve le bord postéro-interne de la thyroïde, le bord postéro-interne. En dedans, on a la trachée et l'œsophage. En arrière et en dehors, on a le paquet vasculo-nerveux, c'est-à-dire les artères, les veines et les nerfs. Vascularisation et innervation. La vascularisation artérielle est riche, assurée par les branches de l'artère thyroïdienne supérieure et inférieure. Les veines se jettent dans les veines thyroïdiennes. Les lymphatiques rejoignent ceux de la thyroïde. L'innervation est assurée par le sympathique, le récurrent et le plexus périartériel. Qu'en est-il par rapport aux fonctions endocrines de la parathyroïde? Les glandes parathyroïdiennes vont assurer la sécrétion de l'hormone parathyroïdienne, qu'on appelle également parathormone ou PTH. La PTH est hypercalcémiante car à partir de l'os, elle va libérer du calcium dans le sang.
Donc elle va chercher le calcium intra-osseux et elle va le libérer dans la circulation générale sanguine pour augmenter la calcémie. Donc c'est une hormone hypercalcémiante. Comme toutes les glandes endocrines, il va y avoir un équilibre entre la production de la PTH et la calcémie, grâce à des connexions qui permettent de garder une homéostasie, c'est-à-dire un équilibre entre la concentration de la PTH et la calcémie. La sécrétion de la PTH est donc sous le contrôle de la concentration plasmatique du calcium ionisé ou libre, par l'intermédiaire du récepteur senseur du calcium. Le récepteur senseur au calcium, c'est un récepteur qui détecte les niveaux extracellulaires d'ions du calcium. Il est principalement exprimé dans la glande parathyroïdienne, les tubules rénaux et le cerveau. Ce récepteur contrôle l'homéostasie du calcium en régulant la libération de l'hormone parathyroïdienne. Donc la parathormone va avoir pour rôle de maintenir le taux de calcium dans une fourchette physiologique très étroite. Maintenant, on arrive au chapitre métabolisme du calcium. Le métabolisme calcique est étroitement lié à celui du phosphore, car ces deux éléments ont en commun leur principale fonction qui est la minéralisation osseuse. Ils entrent dans la synthèse de l'os. L'organisme contient environ 1 kg de calcium pour un poids moyen de 70 kg, dont la répartition est la suivante. 90%, soit environ 1 kg, dans le tissu osseux, sous forme de cristaux d'hydroxyapatite à 85% et de carbonate de calcium à 15%. Et 10% seulement, soit environ moins d'1 gramme, donc il existe en dehors de l'os, mais qui joue un rôle super important. Toutes les manifestations cliniques engendrées par une dyscalcémie, que ce soit hyper ou hypocalcémie d'un individu, concernent uniquement ce 1% du capital calcique, pour vous dire l'importance de cet équilibre. Dans le plasma, le calcium est présent sous différentes formes. 40 à 45% est lié à des protéines, essentiellement l'albumine, qui va jouer un rôle majeur. 5 à 10% est sous forme complexée, liée à des anions. Et environ 50% est sous forme ionisée, ça veut dire libre. Ces deux dernières formes correspondent à la fraction ultrafiltrable du calcium, en dehors du calcium qui se trouve dans l'os. Donc la calcémie ionisée est hautement régulée et maintenue dans des limites étroites. Sa concentration se situe entre 1,15 et 1,30 mmol par litre, à un pH neutre qui est de 7,4. Donc une variation même minime de sa concentration peut entraîner des dérèglements importants de ses fonctions. Pour des raisons préanalytiques et analytiques, c'est généralement le calcium total qui est dosé. Une formule prenant en compte le pH et l'albumine permet de corriger la valeur obtenue pour refléter au mieux la valeur du calcium ionisé. Ça veut dire dans les situations ordinaires ou dans la pratique courante, le recours au dosage de la calcémie ionisée est difficile sur le plan technique. Il faut un prélèvement en anaérobie strict, ne pas congeler le prélèvement, etc. C'est pour cette raison qu'on aura recours au dosage de la calcémie totale. Les apports nutritionnels conseillés sont variables en fonction de l'âge et du sexe, mais sont globalement compris entre 1000 et 1200 mg par jour. Les besoins sont évidemment plus élevés chez l'adolescent, la femme enceinte et la femme ménopausée. On arrive au rôle du calcium. Son rôle principal est structural. Il intervient dans la minéralisation du tissu osseux avec des phosphates en constituant des dépôts de cristaux d'hydroxyapatite insérés dans la trame du collagène. En dehors du squelette, le calcium a d'autres fonctions. Par exemple, en hémostase,
Le calcium est nécessaire à toutes les étapes d'activation enzymatique de la coagulation. Les cascades de coagulation qui vont permettre d'arrêter le saignement fait intervenir le calcium. Donc le calcium est nécessaire à l'activation enzymatique des phénomènes de coagulation. Il intervient également à différents niveaux de la conduction neuromusculaire, donc le contrôle de l'excitabilité musculaire, libération de neurotransmetteurs ou encore l'initiation de la contraction musculaire. Donc il intervient dans les signaux neurologiques et dans la contractilité musculaire. Au niveau moléculaire, ça veut dire intracellulaire et moléculaire, il agit en tant que cofacteur enzymatique et comme second messager intracellulaire dans les phénomènes de transmission de signal. Métabolisme du calcium, donc la calcémie totale normale se situe entre 2,20 et 2,60 mmol par litre ou 88 à 104 mg par litre. Donc la conversion, la formule calcémie en mg par litre est égale à la calcémie en millimol par litre fois 40. Premièrement, on a l'absorption intestinale. Elle concerne entre 20 et 60% du calcium provenant de l'alimentation et a lieu principalement au niveau du duodénum, du jejunum et de l'iléon. Elle fait intervenir deux mécanismes. Premièrement, une diffusion passive paracellulaire, non régulée, non saturable, due à un gradient de concentration entre les entérocytes et le plasma. Ce type de diffusion prédomine lorsque les apports calciques sont élevés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire lorsque l'alimentation rapporte une quantité assez suffisante en calcium, dans la lumière intestinale, ce calcium va être transféré dans le plasma par un mécanisme passif, donc du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. C'est un transfert passif. Deuxièmement, on a un transport actif vitamine D dépendant. Donc il va être déterminé par l'action de la vitamine D. Il est saturable et prédominant lorsque les apports sont faibles. Donc lorsque les apports en calcium sont très faibles, la vitamine D va intervenir et elle va essayer de capter le calcium et le transférer dans le milieu plasmatique. Deuxièmement, on a les échanges dans le tissu osseux. Il existe des échanges entre le tissu osseux et le calcium ionisé plasmatique intervenant dans l'homéostasie calcique, l'équilibre calcique. Le remodelage osseux, donc, communément appelé la destruction de l'os ancien, libère quotidiennement environ 200 mg de calcium dans la circulation sanguine, mais nécessite également la même quantité de calcium pour la minéralisation du tissu osseux nouvellement formé. Donc la destruction de l'os ancien va libérer du calcium dans le plasma et la fabrication de l'os nouvelle va nécessiter du calcium. Et donc en situation d'équilibre, les entrées et les sorties sont donc équivalentes. Donc pour corriger les variations rapides de la calcémie, ce mécanisme de transfert n'est pas vraiment adapté. En effet, le remodelage osseux, c'est un phénomène non inadapté pour libérer rapidement du calcium à partir du tissu osseux. C'est donc la libération du calcium située au niveau des couches superficielles de l'os qui va permettre de réguler rapidement la calcémie. Ce mécanisme est plus rapide. Il permet de libérer rapidement une quantité plus importante de calcium, mais donc cette quantité est plus faible. Troisièmement, on a l'élimination rénale. Elle est nécessaire au maintien d'une balance calcique nulle, ce qui est la règle dans les situations physiologiques. Donc, s'il y a éventuellement un excès d'échange ou d'alimentation, le calcium en excès va être libéré dans les urines. Donc, cette élimination rénale est régulée par la PTH. Elle va augmenter la réabsorption tubulaire du calcium. C'est une hormone hypercalcémiante. Donc, elle va recapter ou essayer de réabsorber le calcium. Donc, elle favorise le transport actif du calcium au niveau du tubule contornier distal.
on a la vitamine D, la 1,25-DOH vitamine D3, c'est-à-dire la forme active de la vitamine D. Donc, elle va augmenter la réabsorption du calcium au niveau du tube contourné distal, mais également par d'autres mécanismes. Elle va augmenter la synthèse des récepteurs de la PTH sur les tubules contournés distaux. Donc, elle a une action directe. Elle va essayer de réabsorber le calcium et elle va augmenter la synthèse des récepteurs des PTH. Donc, de cette façon, la PTH aura une action majorée dans les tubules contournés distaux. Donc, en résumé, la vitamine D est une hormone hypercalcémiante également. Troisième lieu, on a la calcitonine. La calcitonine, c'est une hormone sécrétée par les cellules C de la glande thyroïdienne. Il faut savoir que la thyroïde possède deux types de cellules. Il y a les thyréocytes à 99% qui sécrètent les hormones thyroïdiennes et 1% de cellules C qui sécrètent la calcitonine. Donc la calcitonine augmente l'extraction rénale du calcium. Donc c'est une hormone hypocalcémiante. Maintenant, on va voir les situations pathologiques. En premier lieu, les hypercalcémies. Donc l'hypercalcémie est définie par un taux de calcémie supérieur à 2,63 mmol par litre ou supérieur à 105 mg par litre. Il est communément admis pour interpréter une calcémie totale de prendre en compte la concentration de l'albuminémie, c'est-à-dire de l'albumine sérique, en s'appuyant sur une formule de correction. Donc, le calcium corrigé est égal au calcium total mesuré dans le labo en millimol plus 0,02 fois 40 moins l'albumine dosée en grammes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le taux de calcium mesuré au labo ne reflète pas la concentration réelle du calcium chez l'individu. On doit prendre en compte la concentration de l'albumine parce que il y a quand même, on avait dit, de 40 à 45% de calcium est lié à l'albumine. C'est-à-dire toute variation de l'albumine va engendrer une variabilité de la concentration de la calcémie. Donc le taux d'albumine est idéalement de 40 grammes. Donc il faut évaluer le statut en albumine chez le même patient. Il faut doser et la calcémie et l'albuminémie chez un même malade. Exemple de calcul de la calcémie, on va prendre un petit exemple. Chez un patient qui a 45 grammes d'albuminémie, soit 5 grammes de plus que la normale. Son taux de calcium dosé dans le labo est estimé à 2,67 mmol par litre. Si l'hypercalcémie est définie par un taux de calcium supérieur à 2,63, s'agit-il d'une hypercalcémie? Mais le taux d'albuminémie est de 45 grammes. Donc la calcémie corrigée est égale à la calcémie mesurée de 67 plus 0,02 fois 40 moins 45 est égal à 2,67 moins 0,1. Donc, on arrive à un taux de 2,57. Donc 2,57 mmol par litre, c'est une normocalcémie. Donc il faut faire attention, ne pas interpréter directement la calcémie sans pour autant d'apprécier le taux d'albumine chez le patient. Quels sont les différents cas d'hypercalcémie ou les différentes classes? On les classe en trois groupes en fonction de leur valeur. On a l'hypercalcémie modérée, si la calcémie se situe entre 2,63 et moins de 3 mmol par litre. On a les hypercalcémies sévères, si la calcémie se situe entre 3 et 3,5 mmol par litre. Et on a les hypercalcémies graves, si la calcémie dépasse 3,5 mmol par litre, auquel cas une hospitalisation d'urgence s'impose. Qu'en est-il à la clinique? Dans ses formes modérées, l'hypercalcémie est souvent asymptomatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de signe clinique qui révèle la situation d'hypercalcémie. Elle est de découverte fortuite à l'occasion d'un bilan biologique. Maintenant, on dose la calcémie plus souvent et on peut découvrir une situation d'hypercalcémie sur un dosage fortuit sans pour autant qu'il y ait un signe clinique. C'est souvent au-delà de 3 mmol que la clinique apparaît.
Les signes généraux sont une asthénie générale et musculaire. Parmi les premiers signes d'alerte, mais qui passe souvent inaperçu. L'asthénie, c'est un signe assez large, on ne peut pas l'attribuer à une situation d'hypercalcémie. On a les signes rénaux, on a la polyurie et la polydipsie, et les lithiases rénales. Donc la polyurie est due à l'élimination du calcium dans les urines pour réguler l'hypercalcémie. Si le taux de calcium est élevé dans le sang, le rein va essayer de l'éliminer dans les urines pour essayer de baisser la concentration en calcium. Donc, ce qui entraîne un mouvement de l'eau depuis les liquides extracellulaires. Donc, il y a une fuite d'eau. La polydipsie est le phénomène qui vient compenser cette perte importante en eau. Il y a un phénomène de compensation, donc le patient va boire beaucoup pour essayer de compenser la perte en eau dans les urines. Les lithiases ou calculs rénaux sont la conséquence directe de l'élimination du calcium par le rein. Donc le calcium va se déposer au niveau rénal et on va assister à l'apparition de lithiases. Elles ont la particularité de récidiver, mais également d'être bilatérales, c'est-à-dire de part et d'autre. Les signes digestifs, on a une anorexie, donc parce qu'un excès en calcium diminue la faim. On a une constipation due à la déshydratation et la diurèse importante. On a des nausées évoluant vers des vomissements. Les signes neuropsychiques, on a une apathie, parce que l'hypercalcémie provoque une baisse de l'excitabilité musculaire, une somnolence, altération de la conscience, pouvant aller jusqu'au coma. Les signes cardiovasculaires sont dominés par une hypertension artérielle, car le calcium joue sur la contraction au niveau artériel. À l'ECG, on a un raccourcissement de l'espace QT. On a une atteinte osseuse. Dans les formes modérées, elle est asymptomatique. L'atteinte osseuse peut être un moyen de découverte. Les patients auront des douleurs osseuses, des fractures pathologiques. Les fractures pathologiques, ça veut dire que c'est des fractures sans pour autant qu'il y ait un traumatisme. C'est des fractures spontanées qu'on appelle aussi fractures pathologiques. En effet, la décalcification progressive va provoquer des douleurs diffuses au niveau rachidien, au niveau du bassin, des membres inférieurs, pouvant aller d'une ostéopénie jusqu'à l'ostéoporose. Maintenant, lorsque l'hypercalcémie dépasse les 3 millimoles par litre, tous les signes vont apparaître. Les signes généraux sont majeurs, les signes digestifs sont dominés par les nausées, vomissements et douleurs abdominales. Les signes neuropsychiques sont à leur summum avec des céphalées, un syndrome dépressif, des troubles mnésiques, donc troubles de la mémoire, ou de l'idéation, et éventuellement une aggravation d'un trouble psychiatrique préexistant. Les signes cardiovasculaires vont s'enchaîner, tachycardie et un espace QT qui sera franc à l'ECG. Les signes rénaux, la polyurie osmotique et polydipsie compensatrice vont être plus importantes. Donc, si la calcémie dépasse 3,5 mmol par litre, il y a aggravation complète de la symptomatologie. La déshydratation complète est responsable d'une fièvre d'origine centrale. Les troubles neuropsychiques vont s'aggraver avec une agitation, délire, confusion. À un stade ultime, cela va conduire au coma avec une insuffisance rénale fonctionnelle par la déshydratation et un trouble du rythme majeur dominé par la fibrillation ventriculaire. Attention, à un stade ultime, le pronostic vital est engagé. Donc, il faut intervenir en urgence. Qu'en est-il par rapport aux étiologies? Premièrement, on a l'hypercalcémie et PTH élevé, communément appelé hyperparathyroïdie. L'hyperparathyroïdie primaire est la cause la plus fréquente des hypercalcémies, à 57%, avec incidence d'un cas sur 1000 par année. Il s'agit d'une production excessive et inappropriée de PTH, responsable d'une hypercalcémie. On avait dit que la PTH est une hormone hypercalcémiante. Si on a une sécrétion inappropriée de PTH,
cela va conduire à une situation d'hypercalcémie. Cette production excessive provient le plus fréquemment d'un adénome parathyroïdien unique ou multiple. Un adénome, c'est une tumeur bénigne, unique ou multiple, d'une hyperplasie diffuse et plus rarement d'un carcinome, c'est-à-dire d'un cancer parathyroïdien. Mais attention, il faut éliminer avant tout les causes d'hyperparathyroïdie dites secondaires, c'est-à-dire avec une fonction rénale altérée, clairance basse, ou un déficit en vitamine D. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les situations des hyperparasecondaires sont dues à une production excessive de PTH, mais en réponse à une situation d'hypocalcémie. Pourquoi hypocalcémie? Soit en situation d'insuffisance rénale, auquel cas on ne peut pas activer la vitamine D, elle reste inactive, ou avec une situation d'hypovitaminose D, un déficit en vitamine D, et on a une situation d'hypocalcémie. La PTH sécrétée en excès va essayer d'augmenter la calcémie. Ça, c'est l'hyperparathyroïdie secondaire qu'il faudra éliminer avant de poser le diagnostic d'hyperparathyroïdie primaire. La clinique, lorsque l'hyperparathyroïdie primaire est isolée, elle est dans la majorité des cas asymptomatique. Dans les formes symptomatiques, on retrouve un ou plusieurs éléments du syndrome d'hypercalcémie. On va trouver les signes d'hypercalcémie suscités auparavant. Des signes osseux à type de douleur mécanique diffuse ou ostéite fibrokystique avec tumeur osseuse et fractures spontanées sont de nos jours très rares du fait du diagnostic assez précoce de l'hyperparathyroïdie. L'hyperparathyroïdie peut faire partie d'un ensemble sémiologique, d'un ensemble de maladies qu'on appelle les NEM, les néoplasies endocriniennes multiples. La NEM est à l'origine de plusieurs maladies endocriniennes en même temps, dues à une mutation génétique. C'est des maladies génétiques. On a la NEM1 qui associe hyperparathyroïdie, tumeur hypophysaire et tumeur endocrine digestive. On a la NEM2 qui associe hyperparathyroïdie, cancer médulaire de la thyroïde. Donc, cancer médulaire de la thyroïde, c'est un cancer qui se développe à partir des cellules C. On avait vu tout à l'heure. Et un phéochromocytome, c'est une tumeur développée à partir de la zone médulaire de la surrénale. Et on a la NEM4 qui associe l'hyperparathyroïdie, une atteinte anti-hypophysaire, plus ou moins une atteinte surrénalienne, rénale ou des organes reproducteurs. La biologie de l'hyperparathyroïdie retrouve une hypercalcémie, une hypophosphatémie, une hypercalciurie, une hyperphosphaturie et une PTH élevée. Les explorations radiologiques ne sont réalisées que si un geste chirurgical est envisagé. C'est-à-dire le diagnostic est généralement biologique. Et le recours à l'exploration radiologique, c'est pour guider un geste chirurgical. Pourquoi? Du fait de l'existence de faux positifs et de faux négatifs. Donc le diagnostic de certitude est biologique. Et la négativité de l'imagerie n'exclut donc pas le diagnostic. Si on pratique des examens radiologiques, en premier lieu, on a l'échographie parathyroïdienne. Les adénomes parathyroïdiens sont hypoéchogènes, allongés à grande axe verticale. La sensibilité de l'échographie dépend de l'opérateur, c'est-à-dire du radiologue, allant de 40% à 80%. Deuxième lieu, on a les explorations fonctionnelles par la médecine nucléaire. On utilise un traceur qui est radioactif et va émettre des rayons captés par la gamma caméra. Dans le cas des parathyroïdes, on va utiliser du technétium 99 couplé au système IBI. Permet un diagnostic de localisation de l'adénome. Le bilan pourra être complété par un scanner cervical 4D et une tomographie par émission de positons ou TEP à la fluorocholine. Voici une image de scintigraphie au technétium. On voit bien l'apparition de l'adénome parathyroïdien.
sur cette image un adénome parathyroïdien visualisé par la technique de TEP à la fluorocholine. On avait vu les hypercalcémies avec PTH élevé. Maintenant, on va voir les hypercalcémies avec PTH normal. L'hypercalcémie à PTH normal peut être due à l'hypercalcémie hypocalciurique familiale ou à des médicaments comme les thiazidiques. L'hypercalcémie hypocalciurique familiale est une maladie à transmission autosomique dominante, c'est une maladie génétique. Elle est liée à une mutation inactivatrice du gène du récepteur sensible du calcium, entraînant un besoin de concentration plus élevée de calcium pour inhiber la sécrétion de la PTH. En fait, comme si, chez cette catégorie de malades, leur calcémie entre guillemets normale se situe à un intervalle supraphysiologique par rapport à la population générale. Leur taux de calcium est maintenu à un niveau plus élevé, donc on a une hypercalcémie, et la PTH est normale ou basse. Les diurétiques thiazitiques, c'est des médicaments qui vont réabsorber, augmenter la réabsorption du calcium au niveau rénal. Donc, ils vont induire une hypercalcémie. En troisième lieu, on a les hypercalcémies avec PTH basse. Ce sont les hypercalcémies non parathyroïdiennes. Cela peut être dû à une hyperthyroïdie, à des métastases osseuses qui vont libérer du calcium de façon plus importante dans la circulation générale, à une granulomatose, des granulomatoses comme la sarcoïdose. On a une transformation excessive de vitamine D en forme active de vitamine D dans les granulomes. Donc on aura une hypercalcémie. On a également les intoxications à la vitamine D ou à la vitamine A, un apport trop important en calcium, comme le syndrome du buveur de lait, à une immobilisation prolongée. Cela va conduire à un mouvement massif de calcium depuis l'os vers la circulation sanguine et prise de thiazidique, on avait vu tout à l'heure. Maintenant, on va passer à l'hypocalcémie. L'hypocalcémie est définie par une calcémie à jeun inférieure à 2,12 mmol par litre ou inférieure à 85 mg par litre. Clinique, on a les signes d'hyperexcitabilité neuromusculaire. Donc le manque de calcium va conduire à la dépolarisation des neurones, entraînant une hyperexcitabilité musculaire. Donc, ces signes sont très fréquents et variables selon la gravité et la chronicité de l'hypocalcémie. Au départ, on retrouve des signes simples mais non spécifiques, puisqu'on les retrouve aussi dans la spasmopédie ou crise de panique. Ce sont des dysesthésies, ça des sensations de douleur, ou paresthésie, diminution de la sensibilité au niveau distal, des extrémités des pieds ou des mains, péribuccales, spontanées ou déclenchées par l'effort de la compression. On peut chercher le signe de Schwostek. C'est une contraction du muscle facial provoquée par la percussion du nerf facial juste en avant de l'oreille. Donc chez le patient, on va essayer de provoquer une percussion en avant de l'oreille du nerf facial et on va observer une contraction du muscle facial. On peut chercher le signe de Trousseau ou également appelé main d'accoucheur. Donc la main d'accoucheur, c'est une attitude particulière de la main qu'on observe dans la tétanie. Les doigts vont être demi-fléchis sur la carpe, serrés les uns contre les autres, de façon à former un cône. C'est la position que l'accoucheur donne à sa main. C'est un signe qui est spontané ou provoqué par l'effort d'hyperpression. On peut utiliser un brassard et augmenter la pression et on va apparaître le signe de Trousseau. Il se trouve surtout dans les hypocalcémies franches, les patients post-opératoires immédiats de thyroïdectomie totale. Donc, si on enlève la glande thyroïdienne, on aura une calcémie qui s'effondre et
ces malades vont présenter des mains d'accoucheurs. La contraction cède à la perfusion de calcium. Deuxième lieu, on a les manifestations cardiovasculaires dominées par une diminution de la contractilité myocardique et à l'ECG, contrairement à l'hypercalcémie, on aura un allongement de l'espace QT. On a également les troubles des fanères. Donc, ces signes sont aspécifiques puisqu'ils sont retrouvés aussi dans l'hypothyroïdie, par exemple des ongles striés, cassants, peau sèche, cheveux secs et fins, troubles de la dentition avec altération de l'émail et une hypoplasie dentaire. On a également une atteinte ophtalmologique. L'hypocalcémie va également avoir des conséquences sur l'œil. Une cataracte peut apparaître chez les patients âgés. Elle épargne le noyau central du cristallin. On a des crises de tétanie fréquentes dans l'hypocalcémie aiguë. D'abord, elle est localisée. La contracture douloureuse peut se généraliser à tous les muscles et entraîner des spasmes. On a une atteinte cérébrale. L'hypocalcémie va atteindre les noyaux gris centraux avec une précipitation du calcium à leur niveau. C'est le syndrome de Farr. Et des signes extrapyramidaux peuvent se voir. L'aspect radiologique est caractéristique. On voit bien le dépôt du calcium en intracérébral. On a une atteinte osseuse dominée par une déminéralisation du squelette, ostéopénie, fracture pathologique, tassement. L'atteinte psychique, enfin, des manifestations psychiques peuvent se voir, sont très variables, allant de modification de l'humeur jusqu'à l'agitation, insomnie ou syndrome dépressif. Qu'en est-il par rapport aux causes d'hypocalcémie? Premièrement, on a les hypoparathyroïdies. L'hypocalcémie est secondaire à la baisse de la sécrétion de la parathormone. C'est-à-dire qu'on a un défaut de sécrétion de la PTH et on aura comme conséquence une diminution de la calcémie parce que la PTH augmente la calcémie. Pourquoi il y a une baisse de sécrétion de la parathormone? Premièrement, on a les causes iatrogènes, par exemple post-chirurgie, chirurgie de la thyroïde ou des parathyroïdes, administration d'iode 131. Donc, c'est un processus de traitement des cancers thyroïdiens, chimiothérapie ou radiothérapie. On a une destruction des tissus glandulaires, comme les hémochromatoses. Un excès de fer dans le sang va infiltrer tous les tissus, et en particulier les parathyroïdes. On a les amyloses, les cancers métastatiques, ou la maladie de Wilson, qui est la surcharge en cuivre. On a les maladies auto-immunes qui vont aller détruire la glande. Par exemple, l'hypoparathyroïdie auto-immune. L'individu va sécréter des auto-anticorps qui vont aller détruire les glandes parathyroïdiennes. C'est une maladie auto-immune. On a les formes familiales ou génétiques, comme le syndrome de Di-George, surtout chez l'enfant, avec polypathologie digestive, anomalie de la voûte palatine et malformation cardiaque. On a l'hypocalcémie autosomique dominante liée à une mutation du récepteur senseur du calcium. On a également les hypomagnésémies, essentiellement liées à l'alcoolisme ou à une malabsorption, mais pouvant aussi être congénitales, pouvant entraîner des hypocalcémies, mais elles sont très rares. On avait dit les hypoparathyroïdies, ça veut dire défaut de sécrétion de PTH. Deuxièmement, on a les pseudo-hypoparathyroïdies. Il s'agit d'une hypocalcémie par résistance à l'action de la parathormone qui est élevée. Donc, on a une résistance à l'action de la PTH. La PTH est sécrétée le plus normalement possible, mais elle ne peut pas exercer son action. Donc, on aura une hypocalcémie et la PTH va s'élever pour essayer d'aller exercer son action. Donc, c'est une hypocalcémie, mais avec une PTH élevée. En troisième lieu, on a le déficit en vitamine D ou ses métabolites avec un apport alimentaire insuffisant, un manque d'ensoleillement. On sait très bien que les rayons ultraviolets vont transformer le cholestérol en vitamine D.
on a la malabsorption et on a que ce soit l'insuffisance rénale chronique qui induit le défaut de la deuxième hydroxylation au niveau du premier carbone et on a l'insuffisance hépatocellulaire qui va engendrer une diminution de la première hydroxylation en position 25. Les autres étiologies, on a la maladie cœliaque, transfusion massive, acidose lactique, hyperphosphatémie, rhabdomyolyse ou les pancréatites. Voilà, on a terminé avec le calcium. On va passer au phosphore. Donc la concentration plasmatique normale de phosphore est de 30 à 45 mg par litre ou 0,77 à 1,45 mmol par litre à jeun. La distribution du phosphore dans l'organisme rend compte de son rôle capital dans le métabolisme cellulaire. Des conséquences très diverses que peut avoir sa carence relative ou absolue, avec des complications cardiaques, respiratoires, etc. Sa concentration plasmatique n'est pas un reflet fidèle du pool ou du capital des phosphates, puisque les liquides extracellulaires ne contiennent que 1% du pool total. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la majorité du phosphore contenu dans l'organisme se retrouve au niveau squelettique et seulement 1% au niveau plasmatique. Donc, la répartition du phosphore dans l'organisme. Le phosphore est une constitution essentielle de l'os. C'est l'anion intracellulaire le plus important. Le capital global de phosphore est de 600 à 800 grammes chez un adulte de 70 kg. La répartition est à 80% ou 85% dans les os sous forme liée au calcium d'hydroxyapatite. Les 15% restants sont présents en intracellulaire dans les tissus mous sous forme de composés organiques, lipidiques, protéiques ou acides nucléiques. Ça veut dire que le phosphore entre dans la composition des cellules, la membrane cytoplasmique, les phospholipides, etc. Le secteur extracellulaire représente moins de 1% du pool global de phosphore. Ce 1% est de 120 mg et il existe sous deux formes, 2 tiers en phosphore organique, donc à 85 mg, sont des composés liés aux protéines ou aux lipides, les phosphoprotéines, acides nucléiques ou phospholipides, et 1 tiers en phosphore inorganique, donc à 35 mg. Donc les formes inorganiques, appelées phosphates, sont surtout complexées à d'autres ions. 10% sont liés aux protéines non ultrafiltrables et à 90% sous forme ionisée et diffusible. Qu'en est-il par rapport à la régulation de la phosphoryémie? Elle est assurée par 3 sites. On a l'intestin, l'os et le rein. Premièrement, la régulation intestinale de la phosphoryémie. Un régime normal a un contenu en phosphate qui peut varier de 800 à 1600 mg par jour. Et 60 à 65% sont réabsorbés principalement au niveau de l'intestin grêle, donc dans le jejunum et l'iléum. Comme le calcium, donc les phosphates sont retrouvés quasiment dans tous les aliments, produits laitiers, la viande, les céréales. Et comme le calcium, il existe deux types d'absorption. Une absorption passive, dont le flux est dépendant du gradient de concentration en phosphate, le gradient le plus élevé en concentration, vers le gradient le moins élevé. Et on a une absorption active, donc le flux actif de phosphate est assuré par des transporteurs, des cotransporteurs sodium-phosphate type 2B, qui sont situés au niveau apical de la cellule entérocyte. Il y a des transporteurs de type 2A et de type 3 qui seraient également présents. Ça, c'est des transporteurs qui demandent de l'énergie, qui vont absorber de façon sélective et active le phosphore issu de l'alimentation. La vitamine D déhydroxylée, ça veut dire la forme active, et le régime riche en phosphate augmentent l'absorption intestinale en agissant directement sur ces cotransporteurs
sodium phosphate de type 2B. Donc, ils vont augmenter l'absorption du phosphore. L'EGF, c'est un facteur de croissance. Les corticoïdes, les hormones thyroïdiennes ont aussi un effet sur l'absorption. La parathormone, quant à elle, a peu d'effet direct sur l'absorption intestinale de phosphore. Donc, on avait vu en premier lieu la régulation intestinale, maintenant la régulation rénale de la phosphorémie. Le rein est le principal site de régulation de la concentration plasmatique du phosphore. La quantité de phosphore excrétée au niveau rénal se situe aux alentours de 20 à 30 millimoles par 24 heures, soit 600 à 900 mg par 24 heures. Le tube proximal est le principal site de réabsorption du phosphore, 60% à sa partie contournée, 15% au niveau de la partie droite et 10 à 15% sont réabsorbés dans les parties plus distales du néphron. La régulation osseuse de la phosphorémie, lorsqu'il y a un tissu vivant qui se renouvelle en permanence, et en modelage osseux, grâce au fonctionnement couplé de deux types de cellules, les ostéoclastes qui vont détruire l'os et les ostéoblastes qui vont former l'os nouvelle. Donc, les ostéoclastes doivent d'abord détruire l'os ancien en creusant des lacunes, c'est la résorption osseuse. Les ostéoblastes vont ensuite fabriquer un os nouveau en comblant les lacunes, c'est la formation osseuse. Ce tissu osseux jeune, qui est le tissu ostéoïde, va ensuite se calcifier, c'est la minéralisation osseuse. Les hormones régulatrices, on a la PTH, elle n'a pas d'action directe au niveau intestinal, elle augmente la résorption ostéoclastique et elle diminue la réabsorption en phosphate. Donc, outre sa fonction hypercalcimiante, la PTH a une action hypophosphorémiante. La calcitonine, donc on avait dit que l'origine de la calcitonine est les cellules parafolliculaires ou les cellules C de la thyroïde, et son stimulus de sécrétion, c'est l'hypercalcémie. Donc en situation d'hypercalcémie, la calcitonine va être sécrétée parce qu'elle a une fonction hypocalcémiante. Mais en parallèle, elle va diminuer la réabsorption du calcium au niveau rénal. Donc, elle a une action également hypophosphorémiante. En dernier lieu, on a la vitamine D. Donc, elle augmente l'absorption des phosphates au niveau intestinal, augmente la résorption intestinale de l'os ancien et augmente la minéralisation osseuse. Donc, la vitamine D, la forme active, a une action hypercalcémiante et hyperphosphorémiante. On arrive aux situations des hyperphosphorémies. C'est une complication classique de l'insuffisance rénale chronique. La rétention de phosphate est un phénomène qui se développe progressivement et l'hyperphosphorémie ne devient évidente qu'à un stade avancé de l'insuffisance rénale chronique. Donc à un stade plus tardif de l'insuffisance rénale chronique, l'hyperphosphorémie joue un rôle prépondérant dans le développement de l'hyperparathyroïdie. Donc à un stade tardif, on aura une hyperphosphorémie et la PTH, puis par sa fonction hypophosphorémiante, va être stimulée et sécrétée. Donc on aura aboutissement à une situation d'hyperparathyroïdie. Conséquences cliniques, on a des calcifications au niveau du rein, du pancréas, de la peau, des vaisseaux et des articulations. Les mécanismes et circonstances étiologiques, donc une hyperphosphorémie peut survenir lorsque la capacité du rein à éliminer le phosphate diminue par diminution du débit de filtration glomérulaire, donc le stade d'insuffisance rénale, par augmentation de la réabsorption tubulaire et par augmentation massive des apports en phosphore, que ce soit endogène ou exogène. Première situation, diminution de la capacité d'élimination. À un stade plus avancé de l'insuffisance rénale chronique, donc avec une réduction néphronique importante, notamment pour des filtrations glomérulaires inférieures à 20 ml par minute, c'est-à-dire à un stade plus ou moins terminal de l'insuffisance rénale chronique. Les capacités du rein à éliminer le phosphore diminuent
et l'hyperphosphoryémie se développe. Cela va de soi. Deuxièmement, on a augmentation de la réabsorption tubulaire. L'augmentation de la réabsorption tubulaire apparaît au cours des hypoparathyroïdies. On avait dit que la PTH est une hormone hypophosphorymiante. Donc, si on n'a pas de PTH, on a augmentation de la réabsorption tubulaire en phosphore. En troisième lieu, on a les augmentations massives des apports. Un apport exogène, le lait par exemple, le syndrome des buveurs de lait. Les traitements par phosphate et par dérivés de la vitamine D, on peut traiter par la vitamine D ou par phosphate, on va induire une hyperphosphoryémie. Et en dernier lieu, on a des préparations de côlon par lavement. C'est des préparations qui contiennent du phosphore. L'apport endogène, on a des états d'hémolyse aiguë ou le syndrome de lyse tumorale. En dernier lieu, on va passer aux épophosphorymies. Donc les épophosphorymies définies par un taux de phosphore inférieur à 0,77 mmol par litre sont fréquemment observées en réanimation et associées à une surmortalité significative. Leur incidence est globalement sous-estimée. Conséquences cliniques, au niveau du système nerveux central, on a des paresthésies, tremblements, irritabilité, encéphalopathie, avec confusion et convulsions. Au niveau musculaire, on a une faiblesse musculaire. Au niveau cardiaque, atteinte de la contractilité myocardique. Au niveau respiratoire, diminution de la contractilité du diaphragme. Au niveau intestinal, une atonie intestinale. Au niveau osseux, on aura une augmentation de la résorption osseuse ou une ostéomalacie. C'est une ostéopathie généralisée. Au niveau rénal, une acidose par diminution d'extraction acide. Et au niveau hématologique, on aura une anémie hémolytique. Mécanismes et circonstances étiologiques, premièrement, on a le mécanisme de transfert, c'est-à-dire le passage du phosphore depuis le plasma vers le milieu intracellulaire. Cette situation est observée en cas d'alcalose respiratoire aiguë ou en cas d'acidose. Deuxièmement, on a la diminution de l'absorption intestinale de phosphore, diminution de l'apport ou une fuite au cours de diarrhée, utilisation d'antiacides contenant du magnésium ou de l'aluminium qui vont diminuer l'absorption du phosphore. En troisième lieu, on a l'augmentation de l'extraction urinaire en cas d'hyperparathyroïdie, par exemple, en cas de déficit en vitamine D, en cas de syndrome de Fanconi et en cas d'utilisation de diurétiques. Les autres situations d'hypophosphoryémie sont les états d'hyperaldostéronisme, une sécrétion d'aldostérone en excès. On a les traumatismes crâniens, les brûlures étendues, les hémopathies avec prolifération cellulaire rapide et la greffe de moelle osseuse, et certains médicaments et toxiques comme la cisplatine et les aminosides. Voilà, merci pour votre attention. À la prochaine.